Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Ce soir, nous allons vous parler d'un film au sujet ô combien original. Nous allons vous parler d'un film de possession. Nous allons vous parler de l'exorcisme de Tamara. Donc, l'exorcisme de Tamara, ça parle de quoi? Et ça parle de l'exorcisme d'une fille qui s'appelle Tamara. Alors non, ça ne parle pas que de l'exorcisme de Tamara, bien que, fatalement, à un moment donné, ça va parler d'exorcisme. Mais on va surtout suivre trois jeunes filles qui vont cambrioler une villa d'un riche sénateur de nuit. Et elles vont tomber, en fait, dans la cave sur une troublante découverte. Elles vont découvrir Tamara accrochée à un lit. Le film est réalisé par Guillermo Amoedo. Il a été réalisé en 2017 au Mexique, mais il n'est sorti chez nous que le 30 juillet là, de cette année en DTV. Alors, ce brave Guillermo a travaillé entre autres avec Eli Roth sur les scénarios, il me semble, de Knock Knock et de Green Inferno. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de l'exorcisme de Tamara ? Alors déjà, on va passer rapidement sur le titre français ô combien original qui te spoil au KLM l'intrigue du film, sans pression. No spoiler, ça peut paraître débile dit comme ça, mais je vous jure que franchement, le titre français du film te spoil l'intrigue, vraiment. On va passer aussi très rapidement sur le doublage français. Oui. De Maria. J'ai pas l'habitude de descendre un film ou une performance, mais là, franchement, le doublage français, j'ai vieilli en regardant le film. Littéralement, j'ai vieilli en entendant le doublage français. Si vous voulez rire un bon coup, regardez-le en VF, sinon regardez-le en VO. Toi, est-ce que tu avais relevé des choses? Oh, j'ai relevé beaucoup de choses. Gros spoiler, on n'a pas vraiment kiffé. Bon, alors déjà, il y a des jumpscares. Forcément, il y a des jumpscares parce que tout le temps. On est dans un film qui parle d'exorcisme. Alors j'ai commencé à les compter, puis je me suis arrêtée, je crois, à 4 ou 5 parce que ça m'a saoulée. Mais ouais, il y a des jumpscares. Juste pour info, les 4 ou 5 jumpscares, on s'est arrêté au tiers du film. Bon, voilà. Ah oui, c'est tout de suite d'entrée de jeu, début du film. Et puis c'est des jumpscares qui marchent absolument pas. C'est du vu, du revu, du re-revu. Puis bon, avec la grosse basse, le machin, enfin tu les vois arriver quoi. Donc c'est pas très flippant. Après je sais qu'on est blasé, mais je pense quand même que y a des limites quoi. Il y a des jumpscares qui fonctionnent. Je suis pas fan du procédé, mais là déjà c'est trop et ils sont effectivement ultra prévisibles. On va dire que c'est un problème récurrent en ce moment dans toute une partie du cinéma dit d'horreur, je mets des gros guillemets. Il y a quand même aussi le prétexte de la libération de Tamara, parce que bon, fatalement, elle arrive dans la cave, elle voit Tamara, forcément elle la libère. Mais avant de la libérer, elle remonte quand même pour dire au sénateur, mais attends, t'as enfermé ta fille, t'es un peu un connard quoi. Où là, lui, il explique, non mais laissez-la, on peut pas la détacher et tout. Il lui expliquait pas le pourquoi du comment, mais il faut pas la détacher. Et là, elle parle avec sa sœur et elle lui dit, Maria, t'aurais pas voulu qu'on nous aide toi quand on était petite. Et c'est très pathos à fond. Ça va pas du tout. Ouais, le pathos, mais de ouf, quoi. Je veux dire, le film, il essaye tellement d'attirer l'empathie sur les personnages que ça en devient lourd. Au bout d'un moment, tu comprends pourquoi le film fait dans le pathos comme ça, on va développer ça plus tard, mais ça fonctionne pas, quoi, parce qu'il y en a trop, et l'élément qui t'explique vaguement pourquoi, enfin, qui te fait comprendre pourquoi on fait dans le pathos, il arrive beaucoup trop tard. Moi, j'étais déjà sorti du film. Est-ce que tu étais déjà rentré dans le film à un moment ? Au début, oui, parce que l'ambiance est relativement cool. Par contre, la photo est dégueulasse. Il y a une espèce de teinte ocre sans arrêt et je comprends pas. Bon, alors, pour moi, c'est un problème récurrent. Pareil, on voit ça dans le
Conjuring verse, ou j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi c'est un problème récurrent dans ce genre de production et ça fonctionne pas. Toi au niveau des personnages, il y avait d'autres trucs que tu avais relevés aussi? Oui, il y a beaucoup de punchlines très marrantes. On va vous en mettre une là. Maintenant allez-vous-en tout de suite, délinquante de merde. Attention, au niveau punchline, c'est brutal. Hein. Alors, il y a le moment, même les personnages, quoi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent, en fait. Moi, ma suspension consentie d'incrédulité, elle a disparu au bout de 20 minutes. Hein. Elle a disparu à ce moment précis. Je rappelle que c'est 3 personnes qui vont cambrioler un sénateur. D'accord, cambrioler, hein, lui piquer du fric. Vous pouvez prendre l'argent. Je vous jure que demain, je vous donnerai ce qui manque. J'ajouterai 50 000 $ de plus pour vous. J'ai pas à vendre, pauvre con. Bah si, justement, ça tient pas la route. Le discours tenu par les personnages, il tient pas la route. Dans le contexte du film, ça ne tient pas la route, à aucun moment. Après, pour ce qui est du maquillage, c'est un teint cireux, identique à notre brave Reagan, mais en vachement moins bien. Ouais, c'est un peu un maquillage low cost, quoi. On a l'impression qu'ils lui ont juste peint la gueule avec, je sais pas moi, une peinture jaunâtre. Ouais, c'est ça. Voilà. Je sais pas si c'est la photo hein, qui donne ça, ce rendu-là, aussi, mais hein. le maquillage est pas du tout convaincant. Si, les dents sont bien faites. Oui, les dents pourries sont bien faites, ouais, ça c'est pas mal. Puisqu'on en est à parler de certains éléments visuels, vraiment, il faut arrêter avec les giclures de sang et les blessures en CGI. Ça ne fonctionne pas. Dans aucun film, dans aucune série, ça ne fonctionne pas. On n'y croit pas. C'est censé être dégueulasse, c'est censé être gore. Ça ne marche pas. C'est pas tangible, c'est trop mal fait. Ça ne marche pas. Vraiment, je ne comprends pas ce parti pris. Une giclure de sang, c'est quand même un effet quand même relativement simple à faire en termes d'effet de plateau. Pourquoi des giclures de sang en CGI? Ça ne fonctionne pas. Là, niveau visuel, je pense qu'on a tout dit. Je pense que sur les points négatifs, même, on a tout dit. Bah, sur les points négatifs, ouais, j'en ai encore noté. Il y a, alors, franchement, je les ai même plus en tête. J'ai pas tout noté, mais il y a énormément de raccourcis scénaristiques. On l'a évoqué tout à l'heure. Les décisions prises par les personnages, elles sont pas cohérentes en fait. Alors, je sais qu'on est dans un film d'horreur, un film de possession. Alors oui, la suspension consentie d'incrédulité fait que on admet que dans l'univers dans lequel se passe le film, un exorcisme est possible. Le problème, c'est que les décisions prises par les personnages, elles sont absolument pas cohérentes par rapport à l'univers du film. Une gamine, c'est pas un spoiler, hein, je vous dévoile pas un élément clé de l'intrigue, mais à un moment donné, à quel moment un prêtre expérimenté envoyé par le Vatican va demander à une gamine de 14-15 ans de pratiquer un exorcisme, pas de l'aider, de pratiquer un exorcisme? On s'en fout. C'est pour l'exemple, on s'en fout. Qu'elle ait 15 ans, 16 ans, 20 ans, on s'en fout. À aucun moment, ça ne prend pas. Le prêtre va demander à une gamine de pratiquer un exorcisme toute seule. La gamine accepte au KLM sans pression, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Ça fonctionne pas. Et la suspension consentie d'incrédulité, elle fonctionne plus, quoi. Bon, alors, il y a quand même des points positifs dans le film, et il y a un très très bon point positif, ouais. C'est la scène de l'exorcisme à la fin qui est juste trop bien en fait. Elle est relativement sobre, ouais. Il y a juste un moment donné où bon là on se dit c'est moche et puis bon voilà, mais bon ça passe, c'est pas très long. Mais ouais non, dans l'ensemble la scène de l'exorcisme est plutôt cool. En fait, dans cette scène d'exorcisme, il n'y a pas de giclures de vomi, de voix caverneuses, de cris, de machin. Enfin, c'est assez sobre. Et du coup, même en fait aussi, le démon en lui-même, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de démons. C'est pas un démon qui va justement toujours avoir cette voix caverneuse, qui va hurler, qui va s'agiter. C'est pas du tout la caricature du démon comme on la voit dans le cinéma actuel. Ouais, t'as pas le côté le démon qui va conférer à son hôte une force surhumaine comme dans l'Exorciste, hein, qui ça le faisait très bien franchement. Mais t'as pas ce côté-là où on est plus proche de la représentation traditionnelle du démon. Avec un démon très manipulateur, en fait. Mentir ne mène nulle part, Angelica. Mais la vérité peut déplacer des montagnes.
En fait, du coup, ça peut expliquer pourquoi le film fait dans le pathos au début. Parce que du coup, le démon va manipuler un petit peu ces gens tourmentés. Suis-moi car je suis ton salut. Je te donnerai le pouvoir. Tu n'as qu'à t'agenouiller et à me vénérer, Maria. Agenouille-toi et vénère-moi. Agenouille-toi et vénère-moi, Maria. C'est un démon intéressant, en fait. Vraiment intéressant. On ne sait pas, enfin, j'ai pas trouvé quel démon c'était, si c'était vraiment le diable. En faisant le montage, je me suis rendu compte que le démon précisait être à la tête de 40 légions. Satan étant le chef des enfers et des démons, il ne se serait pas présenté en tant que tel. J'ai donc fait quelques recherches pour essayer de trouver son nom, et il existe au moins 3 démons à la tête de 40 légions. Ammon, Astaroth et Malphas. Celui qui correspondrait le mieux au démon possédant Tamara serait Ammon. Il est décrit comme étant un démon qui brouille les amitiés, détruit les familles et il connaît le passé et le futur. Ça, c'est un des bons points du film. Ouais. Un autre point positif du film, on va pas vous dévoiler ce que c'est, il y a un twist final, franchement, qui est assez intéressant, qui est assez ouf, franchement, qui est pour le coup bien amené. Qui est malsain aussi. Très malsain, ouais. Le twist final, ouais. Et alors, pour moi, le point fort du film, je pense que là-dessus, on sera d'accord, c'est vraiment la toute fin. Le dernier plan du film. Il est juste ouf. Ouais. Mais ce plan est juste complètement dingue. Franchement, sans spoiler, juste ce plan, il pourrait donner naissance à une franchise, mais à une franchise dont la suite serait tellement ouf. Je peux pas vous dire comment je vois la suite parce que ce serait du spoil level 9000. Mais franchement, le dernier plan est juste dingue. Et si ça a donné lieu à une suite avec une franchise et tout, c'est juste un truc qui est inédit au cinéma. Ouais, qui serait quasi inédit. Je sais pas si c'est vraiment inédit, mais moi, en tout cas, je n'ai jamais vu de film qui traitait de ce sujet-là comme ça. Voilà. Ouais, pour dire, tu l'as dit tout à l'heure, on est assez blasé devant pas mal de films. Franchement, la fin, je l'ai trouvé malsaine quand même. Je l'ai trouvé. Il y a quelque chose sur. Il y a quelque chose. Le plan est très très simple. Le plan est très très simple, mais il est putain d'efficace. Il est putain d'efficace. Et l'acteur est bon. Ouais. Et du coup, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment juste les doublages qui sont pas bons. Parce que l'acteur est vraiment bon. Ouais, ce plan m'a foutu mal à l'aise. Très gênant, ouais. Je crois que ça m'était pas arrivé d'être vraiment mal à l'aise devant un film depuis Rec ou depuis Martyrs. Ce moment du film, la toute fin, elle est dingue. Vraiment, elle est dingue. En conclusion, L'exorcisme de Tamara, c'est un film très très moyen. Le film est superbe sur son dernier tiers, mais tout ce qui se passe avant, c'est vraiment pas fou. Si t'aimes les films du Conjuringverse, ça pourrait te plaire, je pense. Oui, je pense. C'est clairement le film cible clairement ce type de public. Hein. Si vous êtes fan, alors je sais que ça n'a rien à voir, hein, les films ne sont pas liés dans leur univers, mais si vous aimez les films de James Wan depuis Insidious, je pense que vous risquez d'aimer. Je pense, ouais. Si t'aimes pas les films post-Insidious de James Wan, et puis si t'aimes pas le Conjuringverse, etc., je pense que tu peux t'arrêter là et ne pas regarder le film, en fait. Hein. Alors moi, je le conseille quand même. Je conseille quand même de le regarder parce que c'est... J'aimerais bien connaître les avis des gens là-dessus. Même des gens qui n'ont pas aimé le Conjuringverse, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en ont pensé. Peut-être que moi je suis sorti du film assez tôt. C'est vrai que je suis sorti du film assez tôt. Non, pas moi, je suis restée assez longtemps. Mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre 1h30 de ton temps pour une demi-heure de film? Après, à chacun de voir ce qu'il en pense. Moi, j'aurais pas perdu mon temps avec le film si j'avais su qu'il y avait juste une demi-heure à sauver, en fait. Ouais, moi je me suis ennuyé. Je me suis clairement ennuyé. Moi, je me suis pas ennuyée, mais je me suis souvent dit c'est vraiment pas terrible. Ouais. Voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à nous donner votre avis en commentaire.
Si vous avez aimé, dites-nous pourquoi, parce que ça nous intéresse, vraiment. Et si vous n'avez pas aimé, dites-nous pourquoi aussi. Ça nous intéresse aussi de savoir s'il y a des gens qui ont vu peut-être d'autres choses que nous, on n'a pas vu. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Tout est en barre d'infos. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.